Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Monde aujourd'hui. On commence par les titres. Jean-Pierre Bemba acquitté des charges de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. C'est le verdict prononcé ce vendredi par la Chambre d'appel de la CPI. Dans ce journal, nous irons à Popenguine, au Sénégal, où chrétiens et musulmans célèbrent la diversité religieuse. Abdourahmane Dia, notre envoyé spécial, est sur place. Et puis, les pays du G7 sont à Charlevoix, au Canada, pour leur sommet annuel. La tension est au rendez-vous. La Chambre d'appel, dans sa majorité, inverse la condamnation de M. Bemba et met fin à la procédure en ce qui concerne les actes criminels à l'encontre de laquelle la Chambre de première instance l'a condamné, bien que sortant du cadre des faits et circonstances en l'espèce. En ce qui concerne les actes criminels restants, nous prononçons l'acquittement. Les erreurs constatées pour ce qui est de la mesure nécessaire et raisonnable des événements, disqualifiant sa responsabilité dans son intégralité. Vous l'avez compris, c'est l'ouverture de notre journal ce soir. Le chef du groupe rebelle devenu parti, Jean-Pierre Bemba, a été acquitté en appel à la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. L'ancien vice-président avait été condamné en première instance à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique. Selon les juges de la Chambre d'appel, les juges de la première instance ont commis des erreurs qui ont été sérieusement entamées. Leur conclusion, l'ancien vice-président demeure toutefois en détention. Jean-Pierre Bemba doit être jugé dans une autre affaire dans laquelle il a été déclaré coupable d'attention à l'administration de la justice. Nous allons tout de suite en Belgique donc retrouver Henri Désiré Zozi. Bonsoir. Bonsoir, John. Alors, déjà, votre réaction à la suite de cet acquittement? Ma foi, c'était une décision attendue depuis très longtemps. C'est un heureux dénouement, mais ce dénouement sera total et complet lorsque le second volet de l'affaire concernant Jean-Pierre Bemba sera jugé, celle dite de la subornation de témoins. Mais monsieur Bemba reste tout de même en prison. Pourquoi? Mais comme je viens de l'indiquer, en fait, il y a un second volet dans cette affaire qui a été instruite à son encontre, celle de la subornation des témoins. Vous l'avez évoqué dans votre introduction. Il faut effectivement que la CPI se prononce de manière définitive sur ce second volet. Cela ne devrait pas tarder, en tout cas d'ici quelques semaines, voire quelques mois. Mais en tout état de cause, nous pouvons déjà, avec ce premier verdict, considérer en fait que Jean-Pierre Bemba est peut-être déjà sur la voie de la libération. Va-t-il faire appel de cette deuxième inculpation, à votre avis? Tout dépendra du verdict qui sera prononcé, puisqu'il avait déjà interjeté appel. Donc on attend bien évidemment le verdict dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Vous l'avez évoqué également, il reste en détention. Je pense qu'il faudra faire preuve d'un peu de patience, étant donné que le temps judiciaire n'est pas tout à fait pareil au temps médiatique ni politique. Alors, Bemba libéré, Bemba candidat à l'élection présidentielle en RDC, un scénario envisageable à votre avis? Écoutez, je ne suis pas Madame Soleil, mais l'on peut légitimement penser que ses ambitions politiques sont restées intactes durant ces 10 années d'incarcération. Ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir une recomposition du paysage politique en profondeur. Cela va modifier les agendas, les calculs, peut-être même provoquer des basculements d'alliances. Nous verrons comment cela évoluera, mais il faudra faire preuve d'un peu de patience. En tout cas, tant qu'il restera en détention, il sera un peu difficile de se perdre en conjecture, il faudra simplement patienter.
Alors, il y a eu évidemment des réactions du monde politique en RDC. Je vous lis quelques-unes. Le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Félix Tshisekedi, a réagi. Pour lui, le retour de Jean-Pierre Bemba sur la scène politique congolaise sera sans nul doute un renfort considérable pour le camp de l'alternance. Il y a également des réactions de Caméré et toute la classe politique. Un commentaire? Mais écoutez, chacun est dans son rôle. Il est de bon ton de saluer une décision heureuse, surtout lorsqu'il s'agit d'un adversaire potentiel qui visiblement a gardé intact son capital popularité. Donc oui, évidemment, tout le monde pour l'instant s'associe, je dirais, à la joie des partisans de Jean-Pierre Bemba, mais je vous dirais très simplement que la politique reprendra ses droits très rapidement. Alors au-delà de cet acquittement, donc, est-ce que l'ancien vice-président congolais pourrait, l'affaire de cet ancien vice-président, est-ce qu'elle pourrait faire jurisprudence pour d'autres leaders qui sont notamment à La Haye, comme Laurent Gbagbo ou Charles Blé Goudé? Alors nous ne sommes pas tout à fait dans le même cas de figure. Les affaires sont bien évidemment différentes, mais au niveau de la symbolique, oui, cela peut évidemment susciter, voire éveiller un espoir dans le chef des partisans des personnes que vous venez de citer, en l'occurrence Charles Blé Goudé et le président Laurent Gbagbo. Mais encore une fois, il faudra être très attentif. Le temps judiciaire n'est pas le même que le temps politique, ni le temps médiatique. Il faut laisser la justice aller à son rythme. Henri Désiré Zouzi, analyste politique et consultant, merci pour votre disponibilité. On reste donc en RDC, donc pendant ce temps, et toujours dans le pays, le président congolais Joseph Kabila, que ses adversaires accusent de vouloir briguer un troisième mandat contre la Constitution, a été désigné autorité morale du FCC, le Front commun pour le Congo, une plateforme électorale présentée hier en Conseil des ministres. Selon un compte rendu diffusé ce vendredi, il s'agit d'une grande coalition politique électorale dont les membres, selon les termes du communiqué annonçant sa création, apporteront leur soutien à une candidature unique à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre de cette année. Au Cameroun, au moins 11 personnes, dont 6 civils, ont été tuées dans une attaque à l'aube dans la province de l'extrême nord. Selon le maire de Maroua 2e, Abdoulaye Yerima Bakari, des membres présumés de la secte Boko Haram ont fait une incursion dans la nuit de jeudi à vendredi entre 2h et 3h du matin dans 3 quartiers de la ville. Les membres du comité local de vigilance, la population et les forces de défense et de sécurité ont riposté, tuant 5 des assaillants. En Afrique du Sud, le procès autant pour moi de l'ancien président Jacob Zuma, poursuivi pour corruption dans une rocambolesque affaire des ventes d'armes vieilles d'une vingtaine d'années, a été renvoyé aujourd'hui au 27 juillet, selon le juge en charge du dossier. La question des honoraires des avocats de M. Zuma serait à l'origine de ce report. L'ancien président veut qu'il soit pris en charge par l'État. M. Zuma, 76 ans, est soupçonné d'avoir touché des pots de vin de la part du groupe français Thales pour un contrat d'armement de près de 4 milliards d'euros attribué en 1999 à l'époque. Il était ministre provincial puis vice-président du pays. On reste en Afrique du Sud où le problème de logement suscite des débats au sein de la communauté noire. Lorsque le président Cyril Ramaphosa est arrivé au pouvoir en février, il a promis de redistribuer la terre aux pauvres. Mais jusqu'à présent, pour de nombreux Sud-Africains, le rêve de posséder une maison demeure désespérément hors de portée. Le récit de Blanche Sano. Bien que les Noirs représentent 79% de la population en Afrique du Sud, seulement 7% possèdent des terres. Dans la commune d'Alexandra à Johannesburg, des milliers de personnes sont entassées dans des bidonvilles. Dean, un père de famille, vit dans une cabane d'une pièce qu'il partage avec ses 2 enfants. Dormir dans un espace si restreint, c'est vivre comme un animal. Un chien, par exemple, vit dans une pièce. C'est exactement comme ça ma maison.
Dean fait partie des millions de Sud-Africains qui attendent d'acquérir une maison après presque 3 décennies de promesses d'un gouvernement post-apartheid. C'est un sujet sensible dans ce pays où le taux de chômage atteint 25% et les crimes violents sont monnaie courante. Sheila Ndlovu, âgée de 56 ans, vit dans une pièce chez ses parents depuis les années 90. J'ai des larmes aux yeux. Ce qui est encore plus blessant, c'est que tous les autres quartiers ont changé, sauf Alexandra. Selon les experts, c'est un défi majeur qui attend le gouvernement du président Cyril Ramaphosa avant les élections. L'Afrique du Sud doit s'assurer qu'elle gère le processus d'urbanisation qui a été interrompu par l'apartheid. Et cela signifie investir dans l'accès à la terre pour la majorité des Sud-Africains. Pour certains Sud-Africains, cela ne résoudra pas les énormes défis auxquels le pays est confronté, comme la corruption, le taux de chômage élevé et les demandes incessantes de services de base, des enjeux cruciaux à l'approche des élections générales de 2019. Au Sénégal, la petite localité de Bopegim est connue pour son pèlerinage marial. Elle devient chaque année, à l'occasion de la Pentecôte, le lieu de convergence des dizaines de milliers de chrétiens venus de tout le pays et de la sous-région. Et pourtant, la majorité de la population est musulmane à l'image du reste du pays. À Bopegim, on célèbre avec fierté cette diversité religieuse tout en mettant en avant les liens sanguins. Reportage sur place de notre envoyé spécial Abdourahmane Dia. Bopegim, sur la petite côte sénégalaise, à 70 km de la capitale Dakar, ressemble à une ville morte durant le Ramadan et quelques jours après le pèlerinage marial de Pentecôte. Mais ici, la devise pourrait bien être « une ville, une famille, une foi », partagée par musulmans et chrétiens et symbolisée par la proximité des lieux de culte. Ici, l'église et la mosquée sont à quelques jets de pierre. Il y a des membres de ma famille qui sont chrétiens. Du côté maternel, il y avait des chrétiens. Jusqu'à présent, j'ai des oncles chrétiens. C'est vraiment une fierté. Et c'est le bon Dieu qui nous a demandé de préserver les liens familiaux. Et pour moi, un parent, qui qu'il soit, est un parent et je le considère comme tel. Cette année marque la 130e célébration du pèlerinage chrétien de Bopegim, une ville que le pape Jean-Paul II a visitée en 1992. Mais cette visite n'est pas la seule fierté de Bopegim. Le cardinal Hyacinthe Thiandoum, le premier archevêque sénégalais autochtone, est un natif de la localité. Il est aussi le fruit d'un mariage interreligieux. Il y avait 20 filles et 18 garçons, donc il y a eu 2 rescapés. Et dans ces premiers mariages, il y a eu François Farid Thiandoum, qui était le chef de village, qui est devenu chef de village et qui est le papa du cardinal Thiandoum, et Anna Diémé Alassane Sen, qui était la fille de l'imam et qui est devenue la maman du cardinal Thiandoum. Malgré la forte implantation des religions musulmanes et chrétiennes, ce baobab sacré, qui continue d'être un lieu de recueillement obligé des lutteurs traditionnels, est encore là pour rappeler le passé animiste de Bopegim. L'événement le plus important qu'accueille la ville reste néanmoins le pèlerinage marial, une fête pour toute la ville. Avec la manifestation, nous le faisons ensemble parce que les musulmans aussi reçoivent les pèlerins en même temps que nous. Toute la logistique, on aide nos frères chrétiens à organiser la fête. Et pendant la fête, on sort de nos maisons pour que les pèlerins puissent habiter là-bas pendant les 72 heures qui sont là. Au niveau de Bopegim, on ne parle pas de dialogue islamo-chrétien, on parle de la cohabitation. Et cet héritage de cohabitation, les jeunes de Bopegim entendent bien le garder jalousement. D'un continent à l'autre, allons au Canada, les échanges commerciaux entre les États-Unis, l'Europe et d'autres pays du monde sont au centre des discussions des travaux du G7 qui s'ouvre ce vendredi à Charlevoix au Québec. Le président américain Donald Trump entend réajuster à cette occasion ce qu'il appelle les inégalités commerciales qui existent entre son pays et ses alliés. Nous reviendrons beaucoup plus en détail sur cette information dans nos prochaines éditions. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. Nouvelle bouleversante dans le monde des médias aux États-Unis. Anthony Bourdain, le célèbre journaliste américain de CNN, s'est suicidé en France. Quand jouer au foot devient une corvée, on le verra au Gabon avec les joueurs du FC 105 qui accumulent des mois de salaire impayés. En Afrique du Sud, elle a encore la force de travailler dans les mines à 77 ans. L'histoire de Clara Matsé dans ce journal. C'est vendredi et comme tous les vendredis, nous avons rendez-vous avec la culture dans Culture Hebdo et c'est Roger Muntou qui répond toujours à l'appel. Roger, bonsoir. Bonsoir, John. Des larmes et des pleurs, ça n'arrive pas très souvent dans le monde aujourd'hui, mais beaucoup de larmes donc. Et on commence par le monde de la mode qui est en deuil. Exactement, John. La styliste Kate Spade est morte à l'âge de 55 ans mardi 5 juin au matin. Son corps sans vie a été retrouvé par sa femme de ménage vers 10 heures dans son appartement de Park Avenue à Manhattan. Selon un responsable de la police, la styliste se serait suicidée. Kate Spade s'est fait connaître, John, dans les années 1990 en créant notamment des sacs à main colorés dont les stars raffolent. Elle a vendu son entreprise Kate Spade Handbags en 2007 au maroquinier américain Coach pour 2,4 milliards de dollars. En 2016, Kate Spade est revenue sur le devant de la scène en créant une nouvelle marque au nom de sa fille, Frances Valentine. De Kate Middletown à Sharon Stone, en passant même par les mannequins du monde entier. Les célébrités se pressaient, John, toujours au défilé de Kate Spade et aimaient pareil de ses vêtements ou de ses sacs. Aujourd'hui, plus de 170 enseignes vendent ses créations à travers le monde, John. Roger, comme si cela ne suffisait pas, on a appris aujourd'hui la mort de Anthony Bourdain, chef américain devenu mondialement célèbre grâce à son émission de télévision Parthenon sur la gastronomie. Exactement, comme tu le dis si bien, John, comme si cela n'était pas assez pour toutes ces mauvaises nouvelles cette semaine. Anthony Bourdain est décédé aujourd'hui vendredi 8 juin en France, a indiqué son employeur CNN, ancien chef de la brasserie Les Halles à New York, un endroit que John, je connais très bien, un endroit très cool. Il était âgé de 61 ans. Le parquet de Colmar en France a annoncé à l'AFP qu'il avait été retrouvé pendu dans un hôtel de luxe de Kaiserberg. Anthony Bourdain s'est trouvé en France pour tourner un épisode de sa série phare, comme tu venais de le dire, John, Part Unknown, diffusé sur CNN. Son corps a été retrouvé dans sa chambre d'hôtel par son ami proche, le chef français Éric Rupert, copropriétaire et aussi chef du Bernardin, l'un des plus célèbres restaurants des États-Unis. Voilà, John. Disons aussi que c'était le compagnon et soutien d'Asia Argento. Anthony Bourdain était, il faut qu'on le précise ici, l'un des cuisiniers les plus médiatisés aux États-Unis. Il a largement contribué à dévoiler les coulisses du métier de chef, notamment grâce à son livre Kitchen Confidential, publié en 2000. De nombreux chefs et aussi critiques culinaires dans le monde lui ont rendu hommage. Saluons bien sûr notamment un vulgarisateur de génie, John. Voilà, toutes nos condoléances donc aux familles, mais la vie continue après une décennie pour Blaise Boula qui attaque le marché avec un nouvel album. Oui, exactement. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour Blaise Boula. Enfin, Randy Kita sera bel et bien largué sur le marché du disque physique et aussi sur les différentes plateformes de téléchargement et numérique pour la vente digitale. L'annonce a été faite par Blaise Boula lui-même, qui en est l'auteur. C'est lui qu'on appelle ingénieur Célébou, a indiqué que toutes les dispositions sont prises par le producteur pour que la distribution de ce nouvel album soit effective. Cette figure emblématique du clan Wenge Musica, que beaucoup connaissent bien, Wenge, est toutefois confiant du travail et se félicite d'ailleurs par rapport au contenu de cette œuvre. Il sera l'invité de VOA Afrique la semaine prochaine, John. Pour le moment, dégustons d'abord Alexandrine.
Il sera notre invité la semaine prochaine, il nous en dira un peu plus. Et tout de suite, place à notre agenda culturel. Voilà, merci Roger Moutou. Bon week-end, vous revenez la semaine prochaine. Merci. Bon week-end. Merci. Pendant ce temps et pendant le mois de Ramadan, la prière est particulièrement importante pour les musulmans. Ceux de la ville d'Aurora, dans le Colorado, se retrouvent à la mosquée Dar al-Dahid. L'endroit ne sert pas uniquement aux rites religieux, c'est également un centre de loisirs pour la communauté tout entière. La mosquée est en effet équipée de cours de tennis, d'une piscine et d'une salle de sport. Alan Bouraman a visité ce centre communautaire qui ambitionne d'attirer la jeunesse musulmane à la prière, mais aussi au divertissement, Dilidico raconte. À Aurora, dans le Colorado, une communauté d'environ 200 musulmans se réunit à la mosquée Dar al-Tawhid pour la grande prière du vendredi. Pendant plusieurs années, l'immeuble était à l'abandon. Mais en 2015, la communauté musulmane l'a racheté, puis reconstruit afin d'en faire un lieu de communion. L'un des principaux défis des musulmans aux États-Unis est la difficulté à transmettre les enseignements et les traditions de l'islam à leurs enfants. Avoir uniquement un lieu de prière ne va pas aider nos enfants. Cela ne va pas les pousser à se joindre à notre communauté, ni les attirer dans la mosquée. Il faut également leur proposer le côté social, les activités physiques et sportives. Cette approche semble avoir marché. Plusieurs enfants viennent à la mosquée pour prier et jouer. La communauté musulmane a acquis ce centre pour environ 2,5 millions de dollars. Petit à petit, elle l'a remis en état. Certains frères viennent ici pour faire de la musculation, mashallah. Les jeunes en particulier apprécient cet endroit. Nous avons aussi une crèche, mashallah, pour les enfants de moins de 4 ou 5 ans. Nous avons un bon programme pour les tout petits et ils apprennent ici. Au début, l'achat et la réhabilitation du centre communautaire ont suscité des réactions hostiles. Mais voyant que la structure est ouverte à tous, les habitants d'Aurora ont fini par accepter cette prise en main. Le monde aujourd'hui, c'est aussi les sports. En studio avec nous, Yacouba Ouedraogo. Bonsoir. Bonsoir John, bonsoir amis sportifs. Ça caille à la Fédération ghanéenne de football. La FIFA a sévi contre son président. Kwesi Nyantakyi, soupçonné de corruption, a été suspendu 90 jours à titre provisoire par la chambre d'instruction de la commission d'éthique de la FIFA. Dans un documentaire explosif, des journalistes d'investigation démontrent que le président de la Fédération ghanéenne de football est impliqué dans plusieurs délits de corruption présumés de millions de dollars de pots de vin. Une projection publique du film a eu lieu à Accra. Suivez quelques réactions de cinéphiles à leur sortie de salle. Avec les preuves que j'ai vues, si j'étais l'inspecteur général de la police, je ne vois pas pourquoi Nyantakyi devrait être libéré sous caution, mais il a été libéré le même jour, malgré le fait que nous l'avons vu prendre 65 000 $, vendre la souveraineté du Ghana à des étrangers et à des investisseurs et affirmer que très bientôt, dans 2 ans, il deviendrait un homme politique et contrôlerait le Ghana. C'est triste, triste pour le pays. Je suis encore en état de choc. Je dois admettre que je suis en train de trembler d'une certaine façon parce que, vous savez, ce que j'ai découvert, oui, nous avions une petite idée qu'on paie des pots de vin par-ci, par-là, mais pas à cette échelle. Loin de là, nous parlons mondial 2018. La Tunisie est la première nation africaine à fouler le sol russe. Parti hier de Tunis, les aigles de Carthage sont arrivés à Moscou. Les hommes de Nabil Maloul ont réalisé jusque-là 2 matchs contre la Turquie et le Portugal pour le même score de 2 buts partout. Demain samedi, ils disputent leur dernier match contre l'Espagne. La Tunisie évoluera dans le groupe G avec l'Angleterre, la Belgique et le Panama. C'est le 2e pays à fouler le sol russe après l'Iran.
Et donc, on se dira à lundi prochain et bonne chance aux Aigles de Carthage. Merci Yacouba. Alors en Afrique du Sud, Zama-Zama, c'est le nom attribué aux mineurs artisanaux. En Afrique du Sud, Clara Maté, 77 ans, est l'une de ces personnes qui extrait des pierres précieuses à Kimberley, la plaque tournante du diamant en Afrique du Sud. C'est un chantier de minerais que Clara nous raconte. C'est dans un chantier donc qu'elle nous raconte son histoire. Le récit est de Blanche Sanou. Chaque jour, Clara se rend sur le site minier à la recherche de pierres précieuses. Mère de 11 enfants, cette Zama-Zama a toujours travaillé ainsi pour nourrir sa famille. Elle a été arrêtée à 7 reprises pour avoir osé faire cette tâche considérée jadis comme illégale. Non, pourquoi aurais-je peur? La terre nous appartient, nous les Noirs. Je ne peux pas m'inquiéter, nous avons déjà voté pour Mandela. Une récente décision historique du gouvernement a dépénalisé la pratique. Clara et près de 800 mineurs dans la province du Cap du Nord disposent aujourd'hui de permis pour exploiter une parcelle de 500 hectares appartenant à une entreprise minière officielle. Quand nous leur avons donné des licences, vous pouviez voir l'étincelle dans leurs yeux. Quand nous leur avons attribué la possibilité de faire le commerce et l'échange des diamants, le changement était visible automatiquement. Un changement positif dans les conditions de vie des gens. Zama-Zama signifie saisir une chance et pendant des années, c'est exactement ce que ces mineurs à faible revenu ont fait. Les conditions de vie difficiles et les affrontements violents avec les forces de sécurité n'ont pas freiné leur combat. Tout ce qu'ils espèrent, c'est qu'ils n'auront plus à risquer leur vie pour leur pitance quotidienne. Si vous êtes un amoureux de l'espace, ceci vous concerne. Un vaisseau Soyouz transportant un cosmonaute russe et 2 astronautes américains et allemands s'est arrimé ce vendredi à la Station spatiale internationale. Rare exemple de coopération donc entre la Russie et les États-Unis dans un contexte de tension sans précédent depuis la guerre froide. Voilà, de belles images donc pour ceux qui aiment l'espace. Et c'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. La semaine prochaine, Anastasie Tudièche vous retrouvera dès lundi. Au revoir et excellent week-end à toutes et à tous.